Bonsoir à tous et bienvenue dans le Catch Asylum Podcast. Je suis Gebaka, je suis en compagnie de Azeris. Salut. Et de Dream. Hello. Et on va vous parler de Backlash ça commence bien. De Backlash qui a eu lieu dimanche dernier. Donc on va déjà commencer par le pré-show que seul Azeris a regardé. Donc à toi l'honneur. Et oui, parce que avec le brand split à SmackDown, ça vaut le coup de ne plus rien rater. Donc même le pré-show était intéressant. Parce qu'en plus d'un bon match entre Baron Corbin et Apollo Crews, on a eu plusieurs segments en coulisses qui apportaient des choses. Donc ne ratez plus les pré-shows, surtout quand Backlash fait que 2h30. Pour en revenir donc au seul match qui s'est déroulé dans le kick-off, surprenamment, c'est un peu définitif parce que c'est pas vrai. Le match était vraiment bien, vraiment bien. On a une très belle complémentarité entre justement l'athlétisme et la petite taille d'Apollo Crews et le grand balèze renfrogné qui est Baron Corbin. Et leur duo fait merveille sur ce match. C'était vraiment sympa pour commencer la soirée. Je vous le conseille. Vous passerez 10 minutes très agréables. Ce sera peut-être une séance de rattrapage du coup. Ah oui, il a duré 10 minutes quand même, ils ont eu du temps parce que c'est pas... Ouais, ils ont eu 10 bonnes minutes et c'était vraiment, vraiment bien. Et Corbin, décidément, confirme son potentiel de jour en jour. Donc, ce qui était très sympa, c'est que ça a été booké justement suite à un segment en coulisses où il proteste avec véhémence que il y a 2 semaines, il avait battu Ambrose, le champion, et que la semaine d'après, il n'était même pas sur la carte. Et il râle tellement que Daniel Bryan lui file un match. C'était sympa. Et j'en profite pour le caser là, parce que je commence déjà à digresser, désolée, en parlant de Corbin, moi ça me fait penser à Kalisto. Et je suis allée voir tout à l'heure, il s'avère que Kalisto n'a fait aucun match depuis le 3 août. Donc vraisemblablement, il s'est blessé. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas. D'accord, ouais, d'un sens, si c'est une blessure, c'est pas plus mal que ce soit. Enfin, pas plus mal, c'est mal pour lui, mais c'est au moins pas le signe au cas où d'un dépush suite à ces segments micro un peu ratés. Bon. Tout à fait. C'est le moindre mal, on va dire. Par contre, pour Cruz, ça commence à sentir le sapin déjà, j'ai l'impression. Je ne crois pas. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, là, justement, dans le kick-off, ça démarre. Corbin intervient dans une conversation entre Crews et Bryan, où il y a Bryan qui est en train de dire à Crews, t'as tout pour réussir, il te manque un peu de personnalité, en fait. Hein. Il ne le dit pas clairement, mais c'est sous-entendu. Et au contraire, je pense qu'ils sont en train de tenir compte de tout ce qui se passe et d'en tirer parti. Et déjà, à Talk X-Mac... Bryan avait évoqué ça, hein, que Crews, il avait plein d'atouts, mais que justement, il lui manquait d'être autre chose que le type qui sourit. Donc, je pense qu'il travaille dessus et tous les espoirs sont permis. Alors, je ne sais pas si ça a influencé ma vision, mais j'ai trouvé, rien que ça m'a permis de voir Crews plus intéressant. Et voilà, après, il a fait un match très spectaculaire, c'était vraiment bien. Donc, j'espère qu'il va piger, qu'il va évoluer et que ça ira, quoi. Ouais, ou qu'il lui donne un manager, sinon c'est encore le plus simple. Mais je crois que c'est pas seulement un problème d'avoir besoin de quelqu'un qui parle pour lui, c'est une question de présence, quoi. De présence, de pas être juste à faire des bons, d'interpréter, de faire quelque chose, de réagir, de pas être le type uniquement content d'être là. Il faut qu'il ajoute autre chose. Peut-être une nouvelle tenue, ce sera peut-être plus... avoir un peu plus de personnalité de ce côté-là, il pourrait lui refaire... Ouais, puis du jeu in-ring, quoi. Parce que à part être athlétique, qu'est-ce qu'il fait? Mais bon, il bosse dessus manifestement, en tout cas on en a l'impression, donc on va croiser les doigts et lui souhaiter qu'il piche quelque chose à l'importance de montrer justement de la personnalité. Qui trouve en fait sa voix, quoi.
Il faut laisser un peu le temps, en fait, presque, hein, pour qu'il puisse évoluer gentiment. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose sur le pré-show? Que c'était bien ce match. Bon, bah, du coup, on va passer au show principal, donc, avec, bon, je zappe le segment d'ouverture, hein, parce que je crois que je l'ai zappé aussi en vrai, d'ailleurs. Non. Et on passe directement à l'opener, donc, qui a vu Becky Lynch devenir la première championne féminine de SmackDown dans un six-pack challenge, donc elimination match, que j'ai trouvé, moi, pas mauvais, mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, Dream, à toi l'honneur, hein, ce coup-ci. Alors, je trouvais que c'était un match, oui, comme tu dis, pas mauvais. Assez classique dans sa construction, mais, euh, mais avec un booking assez cohérent et quelques petites surprises. Euh, j'ai plutôt été surpris par Carmella, que je pensais un peu moins capable, et Alexa Bliss aussi. Et je suis aussi, je dirais pas surpris non plus, mais je croyais vraiment qu'ils allaient faire gagner Nikki, Oui, moi aussi. et donc du coup j'étais plutôt agréablement surpris de la victoire de Becky Lynch, qu'il mérite. Et donc voilà, c'était un bon petit match. Après, on n'est pas, enfin, comme je dis, un match assez classique dans les six packs, avec des éliminations en série, et à la fin un duel final, tout ça. Donc c'était sympathique, effectivement. Tu devais mettre une note, tu mettrais combien sur 20? Ouais, j'ai commencé à te dire 7, mais là, là, vu que t'as dit sur 20, je mettrais 14. Ouais, donc ouais, pas mal quand même. Oui. Et donc toi, ton avis, Azeris? Bah, c'est vrai qu'il y avait tout lieu de craindre que Alexa Bliss et Carmella, hein, particulièrement, soient un peu paumées parce que bah, la semaine d'avant, quand il y a eu le tag team match là, à 6, à 3 contre 3, bah, surtout Carmella, elle avait l'air, ouais, c'était vraiment limite. Et puis en fait, le match par élimination a vraiment, à mon sens, c'était très très bien préparé et ça s'est bien enchaîné, c'était bien rythmé. Il n'y avait pas trop de monde à la fois sur le ring, ce qui fait que bah, justement les petites nouvelles, elles ont pu vraiment poser leur truc et puis être voilà bien s'en sortir. Et bah, j'ai bien aimé parce qu'il y a eu plein de moments très sympas. J'ai apprécié que l'accent soit encore mis sur la feud entre Carmella et Nikki Bella. Et puis finalement, les deux en dessous, j'ai trouvé sur les 6, c'était Naomi et Natalia. Elles ont pas mal botché, hein. Oui, c'est Ouais, ça. bah, c'est le problème de Naomi en fait. Bah, elle fait des trucs spectaculaires et athlétiques, mais finalement, elle fait que ça. Elle a que ça, quoi. Elle est athlétique. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, elle va pas te raconter une histoire sur le ring et tout. Et dès qu'il y a une hésitation, il y a ce fameux botch là où elle est censée attraper la tête de Natalia avec les jambes pour la faire passer au-dessus de la corde. Et en fait, elle se rate et puis Natalia, elle reste figée en attendant qu'elle reprenne son élan. Et ça a manqué en fait c'est bon, on laisse tomber, on le fera plus tard, je ne sais pas. Moi parfois elle me fait peur Naomi. Enfin ceci dit moi les botches du moment qu'il n'y a pas de blessure dessus, tout va bien quoi. Ça a Non, oui, plus l'air hésitant que dangereux quoi. c'est ça. Donc, C'est plus rigolo qu'autre chose, hein, entre. ouais. Mais très contente. Par contre, Alexa Bliss fait une prestation superbe, hein, beaucoup de caractère. Puis elles se mettent à deux pour la sortir, quoi, quand même. Hein. Et Non. quelle tenue! Quelle tenue! Faut le dire. Oui, elle est superbe. Ah,
Enfin, Oui, le Et puis petit voilà, tournoi. puis je l'avais écrit que à partir du moment où Nikki était occupée avec Carmella, finalement, elle n'avait pas tant besoin que ça du titre. Donc, ils ont choisi d'aller avec Becky Lynch. Tant mieux. Voilà, ça a été la première heureuse surprise puisque Backlash a décidé de faire plaisir au public. Et ça fait du bien hein, parce que après SummerSlam qui était juste frustrant, à maintes reprises, voilà, ça fait du bien. Oui, c'est ce que j'allais dire suite à ce que tu disais. C'est vrai qu'on a eu pas mal de, bon, on y reviendra, on a eu pas mal de feel good moments au cours de ce PPV-là. Et finalement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, qu'on n'était pas sorti d'un PPV avec une impression globale de ah tiens, ça fait plaisir que machin a gagné, Exactement. répété sur plusieurs matchs, quoi. Oui. Donc c'est vrai que c'était bien. Ça montre que bon, même moi qui n'avais pas trop suivi donc les débuts du show pendant le mois d'août. Même juste en lisant les résultats, bon, et puis Becky, ça fait un moment qu'elle est en galère quand même, donc c'est vrai que j'étais très content de l'avoir gagné le titre. Puis le discours d'après, si vous voulez en toucher un petit mot, c'est pareil, c'était bref, mais c'était efficace aussi, j'ai trouvé. Oui. Ouais, tout à fait. Il y avait, de toute façon, ça sert à rien d'y passer 15 ans. Il n'y a rien d'autre à dire. T'as gagné, oui, je suis contente, tout va bien, quoi. Elle était émue, hein, c'est vrai qu'elle avait l'air vraiment touchée. Et du coup, je t'ai pas demandé si tu devais donner une note au match, toi, Zairis. Moi, je resterai à 13. Ouais, c'est ce que j'aurais mis aussi, 12-13. Ouais, mais ça reste quand même une excellente surprise, un bon moyen de débuter le show. C'était un bon opener. surtout, sachant que le niveau supposé qu'on avait de la division féminine à SmackDown, qui semblait un peu faible quand même, et du coup, par rapport à ça, c'est plutôt un bon match par rapport à leur qualité supposée, quoi. Ouais, un bon match qui a permis à chacune de montrer des bonnes choses. Il y a eu un bon roulement entre tout le monde et chacune d'entre elles a pu démontrer des qualités et ça c'est cool. C'est vraiment un match de présentation de la division. Oui, c'est ça, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Aucune des filles, enfin toutes les filles vont être sorties valorisées de ce match-là. Et c'est quand même assez rare pour le signaler, quoi. Mais je vous dis, SmackDown, c'est bien. Après, pour les filles, je prends quand même Raw, personnellement. Mais bon. Ah, ouais. Sur la de toute façon, c'est le même problème de SmackDown partout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de profondeur. Mais a priori, là, les feux de. Déjà, les filles ont le droit à 2 feux d'a priori à SmackDown. Donc Becky Lynch et Alexa Bliss, a priori. Oui. Et puis Carmella et Nikki Bella de l'autre côté. Donc ça, c'est pas mal quand même. 4 d'utiliser entre guillemets activement sur 6. Bon, bravo. Ouais, puis sur Puis il y a eu des tensions entre Natalya et Naomi à plusieurs reprises, hein, donc rien ne les empêche de construire là-dessus. Hein. Oui, c'est positif sur un show qui dure pas 3 heures comme Raw en plus, et surtout pour une division. On parlait de toutes ces histoires de révolution et tout ça. Et moi, j'écrivais plusieurs fois que ça passait aussi par une crédibilité qui devait être améliorée pour l'ensemble du roster. Parce que si c'est uniquement la championne en titre et les challengers qui sont mis en avant, après le reste, c'est pas viable si ensuite on veut faire des pushs de futures lutteuses. Oui. Et je crois que c'est exactement pour cette raison que c'est Carmella qui reste la dernière. Parce que c'est quand même la plus fragile de toutes. Oui. Et il la présente vraiment comme légitime, quoi. Et ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Ça me fait penser à la NXT, quoi. Et on est en train d'assister à l'éclosion de futures stars. Oui, c'est ça. On sent qu'elles sont plus protégées que si elles avaient été à Raw
Ou elles auraient probablement servi de paillasson à Nia Jax en attendant, ou ce genre de choses, quoi. Ou on les aurait pas vues tout bêtement. Et Nikki Bella qui, ouais, du coup, dans la continuité, reste, malgré son retour, elle reste un peu, pas, je veux pas dire en retrait, mais elle est pas tout de suite dans la course au titre, donc ça fait plaisir. Ils ont compris qu'on a besoin de neuf. Et pourtant, ça aurait été très facile de la remettre dans la course au titre, vu les acclamations qu'elle a reçues depuis son retour. Et puis l'excellente prestation qu'elle fait dimanche. Ouais. J'ai trouvé vraiment bien. Oui, même moi qui peux pas la supporter, j'avoue que c'était presque. Enfin, c'était Alexa Bliss qui a beaucoup porté le match au début, et une fois qu'elle était plus là, c'était clairement Nikki le général. Hein. Mais après, voilà, c'est ça. Je veux dire, pour moi, c'est une des meilleures choses dans le catch, c'est que les gens expérimentés servent en fait à présenter les petits nouveaux et à les mettre en valeur. Et c'est exactement ce que Nikki est en train de faire. Alors, surtout, il faudra qu'on reparle de ça, des anciens qui remettent en avant les nouveaux, pour le Ken Bray Wyatt de tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui, le petit Kane qui a besoin d'être mis en avant. C'est un petit nouveau. Ah, il faut pousser, ce mec a du potentiel. Et c'est bien aussi, pour finir, que d'ailleurs, si vous remarquez, Alexa Bliss c'est la première éliminée. Et à SmackDown, c'est number one contender. Elle devient number one contender. Donc, ouais. Ça montre qu'ils mettent en valeur complètement. Et ça va être génial. Toutes les femmes. Voilà. Et si vous regardez pas Talking Smack, vous avez tort. Elle fait une prestation à Talking Smack absolument extra. Ouais, elle est étincelante. Ça se voit qu'elle a l'air d'avoir de la personnalité, même sur ouais, elle a un sens de la répartie. Elle vous a mouché Bryan et Renee Young, c'était impressionnant. Ah ouais, elle est vraiment, vraiment chouette. Hein. Mais tiens, t'en connais, même si moi je sais que je regarde juste en fait les segments qui ressortent un peu du lot de Talking Smack. Oula, j'arrive plus à parler de Talking Smack. Mais a priori, ouais, ça marche. Il y a une grosse hype autour du show après. Je voyais sur plusieurs sites, il y a pas mal de monde qui même préfèrent le talk show à SmackDown. Donc c'est que. Ouais. L'idée de débriefer est une bonne idée et le duo Renee Young, Daniel Bryan fonctionne vraiment bien. On a l'impression qu'ils sont vraiment amis, quoi. C'est agréable. C'est bien. C'est bien. Allez, on passe à la suite, sauf si vous voulez rajouter un dernier mot sur les filles. Non, c'est bon. C'est bon. On va faire les deux matchs tag team d'un coup. Ce sera plus simple pour la compréhension, même s'ils n'ont pas eu lieu à la suite. Donc d'abord la demi-finale entre les deux perdants finalement des anciennes demi-finales, donc qui a vu les Usos battre les Hype Bros dans un match plutôt classique, je dirais, pour résumer vite fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc déjà peut-être un petit mot sur la nouvelle attitude des Usos. Donc à toi l'honneur cette fois, Zairis. Super. J'aurais jamais cru que je tomberais fan des Usos. Et franchement, on me dit ça il y a un an, je me ris au nez, quoi. Non, vraiment, j'adore. Quel soulagement, c'est ça en fait. Je disais souvent, les Usos m'ont usé. Ah, je suis pas. Vous m'entendez? Oui. Je suis de retour. J'avais l'impression que j'étais en pause. Donc, je disais souvent, les Usos m'ont usé, et là, en fait, ça fait. Je sais pas quelle est la part de soulagement et celle de vraiment d'enthousiasme, mais ça fait tellement de bien de les voir autant changer. Ah et vraiment, et puis la manière dont ils ont décidé de s'attaquer aux genoux de leurs adversaires me fait penser au Revival finalement. Donc non vraiment bon après les Hypebros, Mojo Rawley, c'est un peu c'est le Ryback du pauvre.
Ouais, bon, oui, il est surexcité en permanence et puis il n'y a rien derrière, quoi. Donc, lui, voilà, il va vraiment falloir qu'il travaille un peu en profondeur parce que c'est fatigant, quoi. Vraiment, il m'épuise. Ce qui est dommage parce qu'apparemment, c'est un mec avec une chouette personnalité, très positive, qui est vraiment, en plus, est super intelligent, paraît-il. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui aurait des trucs à emmener, mais son attitude est juste épuisante. Le match, ouais, comme tu disais, c'est classique, ma foi. Enfin, le gros truc du match, c'est la nouvelle attitude des Usos. Voilà. Ouais. C'était plus ça, hein, pour marquer le plus intéressant, clairement. Si tu devais mettre une note, du coup. Ah, Faire ça à chaque match maintenant. Voilà, attends. Allez, rien que pour les Usos, je mets 12. Ok, toi, Dream, qu'est-ce que t'en as pensé du match? Bah voilà, c'était un match, il servait plus à introduire en pay-per-view la nouvelle attitude des Usos que mettre en valeur le match en lui-même. Et donc de ce côté-là, pareil, j'étais content de voir les Usos enfin en heel, après qu'ils aient été un petit peu... Enfin, ils étaient devenus un petit peu tête à claque en face, quoi. Surtout quand ils servaient quand ils étaient les valets de Roman Reigns, quoi. Et, euh, et là, du coup, les voir en heel, même si bon, ça a été fait de façon un peu cliché, genre euh, on s'habille en noir et blanc, tout ça, mais Ouais, mais c'est efficace. mais ça va, ils ont bien réussi dans le style de catch notamment. Ils ont bien trouvé le compromis entre le style qu'ils avaient auparavant, assez spectaculaire, et la et un petit peu un style de catch heel. Ils ont bien trouvé le bon compromis euh, pour euh, pour avoir quelque chose qui rentre bien. Voilà. Non, oui, clairement, ils se sont trouvés finalement de la personnalité qu'ils n'avaient pas depuis leur arrivée dans le main roster, finalement. Parce que moi, je les aime bien, les Usos sur un ring, in-ring, ils m'ont vraiment jamais ennuyé. Et finalement, d'avoir côtoyé Reigns, c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée en fait depuis longtemps. Ça leur a permis de turner. Donc c'est bien. Ouais. Si tu devais mettre une note, toi, Dream? 10 ou 11, 10 et demi, allez. Ouais, j'aurais mis 10 aussi parce que c'était correct, mais c'est pas. Enfin, c'est aussitôt vu, aussitôt oublié. Oui, ouais, je me souviens pas du match d'ailleurs, c'est pour ça. Ah, ouais, si on réfléchit 2 secondes, moi je me souviens finalement c'est quand même l'attitude des Usos et puis Ouais, et le Motorolek final. qui gueule quoi. Et donc sur la finale maintenant, donc qui a vu Rhino et Slater donc battre les Usos, ce qui était un peu le résultat attendu, plus ou moins attendu dans le bon sens là pour le coup. C'était attendu, c'était ce que les gens voulaient voir. Et ça a été le deuxième feel-good moment du show. Et ouais, donc je sais plus qui j'ai fait débuter. Je crois que c'était. Bon, peu importe. Azaeris, qu'est-ce que t'en as pensé du coup de. Ouais, comme tu disais, c'est ça. L'histoire voulait la victoire de Slater et Rhino, et l'histoire a eu ça, et tout le monde était content. Voilà, on savait que ça allait se terminer comme ça, enfin du moins on l'espérait. Et voilà, c'est le moment feel good, comme tu dis. On en revient à cette volonté de faire plaisir qui est quand même rafraîchissante à la WWE. Et puis bon, après un match, tout ce qu'il y a de plus classique. À un moment, Slater s'en prend peut-être tellement plein la tronche que je me retrouve devant la télé à dire mais pourquoi est-ce que les Usos n'essaient pas d'avoir un pin à un moment parce que il est par terre et il continue à lui taper dessus parce qu'ils ont 10 minutes et il faut que ça dure 10 minutes. Mais c'est tellement énorme qu'on se demande pourquoi ils essaient même pas d'avoir un tombé. Mais bon, sorti de ça, voilà, je veux dire, c'est quand même incroyable. Qui aurait cru il y a quelques mois qu'on aurait toute une salle en train de chanter We Want Rhino? Oui, et que Hein
Slater soit aussi over. Franchement, et face à des Uso Hill. Oui, c'est ça. C'est vrai, 2016, c'est une bonne année. La dernière fois que j'ai vu Slater aussi over, c'était dans notre IFED. Donc... Vas-y, excuse-moi, Zéris. Mais non, mais Slater, il a toujours été excellent au micro. Enfin, moi, j'ai jamais compris pourquoi il était aussi mal considéré. Alors, d'un point de vue féminin, il est absolument charmant. Enfin, je sais pas. Il a toujours été à l'aise. Il était notamment dans le show YouTube là avec le JBL Show. Il était génial, quoi. Donc, c'est pas d'hier qu'il est bon. Mais en tout cas, c'est un personnage loufoque, comme finalement il y avait plus depuis. Il y avait une place à prendre dans ce registre-là depuis que Santino est parti quelque part. Donc tant mieux pour lui. Ouais, puis bon, franchement, puis il est, au-delà, Santino était plus ridicule, quoi. Slater, il a une composante de charme et il est touchant, d'attachant. Oui, c'est ça. Allez-y, hein, vas-y. Voilà, en tout cas, voilà, très contente de. Là, j'ai les notes que j'ai prises en pleine nuit en direct et il y a écrit yes en majuscule. Rien vous dire d'autre. Juste. Mais c'est ça. Même moi qui n'ai pas trop suivi le truc, j'étais content qu'ils aient gagné. Et en plus, c'est lui qui fait le pin malgré. Bon, c'est Rhino qui fait le corps, mais c'est lui qui fait le pin quand même. Oui, avec une combine. Voilà, c'est ça. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vu le succès du truc, l'ancienne WWE, elle aurait tiré en longueur, quoi. Il aurait encore navigué entre les deux shows pendant des mois jusqu'à ce que tout le monde en ait marre. Mais là, voilà, ça s'arrête juste au bon moment. Il a son contrat et l'histoire est finie. Ils vont pouvoir passer à autre chose. Et on s'en est pas lassé, on n'en a pas marre, c'est juste le bon timing. Pourvu qu'il reste comme ça dans l'écriture, parce que quand on voit ce qui est arrivé à Damien Sandow avec l'histoire de la doublure de Miz, franchement, voilà, à un moment, ça n'en finissait plus, ils ont raté le bon moment. Et au moins Slater, il a évité ça. Juste aussi pour revenir sur les Usos, par contre la prise de soumission qui s'appelle Tequila Sunrise, ça c'est pas possible, ça enlève toute crédibilité. Mais sinon oui, le match en lui-même il est bon, ça allait quoi, comme le premier, mais ouais, c'était surtout la joie de voir cette équipe Rhino et Slater qui l'emporte. C'était logique et ça va dans la. C'est vraiment ce qui fait plaisir avec ce pay-per-view, mis à part Bray Wyatt, et on y reviendra plus tard, c'est le fait d'avoir un booking logique, cohérent et bien construit en amont, et les choses arrivent à point nommé, comme disait Azaris. Et là, c'est clairement le cas. Voilà. C'est ça, pourvu que ça dure. Du coup, si vous deviez. Par contre, oui, je voulais juste dire, je dirais pas un bémol, mais même si je suis content de leur victoire, je me demande si ça risque pas d'être un peu léger. Toujours la division tag team pour les mois à venir à SmackDown quand même, parce que c'est. Alors certes, il y a les Usos qui vont gagner en profondeur, mais ça reste assez peu, quoi. Voilà. Oui, si on sort des Usos d'American Alpha, c'est ce qu'on disait quand on avait parlé de la draft, effectivement, ça manque un peu de profondeur. Alors après, d'un autre côté, Rhino et Slater, ça peut permettre de sortir une équipe qui est un peu en dessous et puis de leur faire affronter sans que ce soit forcément infamant ni pour les uns ni pour les autres, vu qu'ils sont pas censés être non plus la meilleure équipe de SmackDown.
Oui, je pense pas qu'il reste champion très longtemps, hein, Rhino et Slater. Hein. Non, je pense pas non plus. C'est pas l'histoire. Non, c'est ça. Ils servent un peu de champ. Ça a permis là de finir la belle histoire avec Slater et puis ils vont servir de transition jusqu'à ce que ils se fassent battre par des Heels qui se feront battre par American Alpha et voilà. A priori, c'est parti pour être comme ça. Et ouais, donc sinon vos notes sur le match. Comment ce qu'il veut. Sur le match en lui-même, je mettrais 12-13. Voilà. Et toi, Zéris? À partir du moment où je mets 13 aux filles, je peux mettre que 11 à ce match. Ouais, 11-12, c'est ce que j'aurais mis aussi en sachant que le fait de la victoire de Slater qui est bien amené, ça augmente un peu la note. Parce que bon, le match était pas mauvais, mais il était pas inoubliable non plus. Et donc on en revient, enfin retour en arrière dans le show, et on en arrive au premier excellent match de la soirée, donc le match pour le titre IC, qui a vu la victoire du Miz sur Ziggler, et ce coup-ci, je crois que c'est à toi, Dream, de parler en premier. Bah, j'ai envie de dire bluffant parce que je sais qu'il y a des gens il y a beaucoup de gens qui apprécient le travail produit par le Miz ces derniers mois, mais moi je suis résisté encore un peu. Et là, je dois dire qu'entre la promo qu'il a fait justement à Talking Smack il y a quelques semaines et la construction de sa feud avec Ziggler et donc en parallèle aussi avec Daniel Bryan. Et donc là, ce match, j'ai trouvé ça vraiment très surprenant et j'ai été impressionné par la prestation du Miz et de Ziggler aussi, où on a vu qu'il savait vraiment bien catcher. Il a réussi à me faire paraître assez dominant dans le match, ce qui est pas gagné avec le Miz de base. Et là, on peut aussi toujours remercier le selling de Ziggler aussi. Après, quelque part, la fin était peut-être un peu trop classique par rapport au match en lui-même. Après, ouais, c'est ce que j'ai pensé sur le coup, mais je trouve que la fin elle se justifie aussi d'un point de vue storyline où en fait t'as le Miz pendant tout le match qui a fait le malin, qui a voulu prouver qu'il n'était pas un lâche et qui au final est obligé de gagner lâchement et c'est peut-être ça l'histoire finalement à la fois de la feud et puis du match qui il a beau essayer de prouver qu'il est pas lâche et l'affirmer dans les faits il y est bien quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment la psychologie du match qui c'est vraiment un modèle, je trouve. C'est par rapport à la construction de la feud et le match en lui-même, c'est superbe. Est-ce que tous les clins d'œil qui sont faits pendant le match au move de Brian et tout, pour s'attirer de la hit, c'est vrai que la question de ça, le Miz, ça faisait même longtemps qu'il n'avait pas été aussi plaisant à voir sur le ring. Bon, après, c'est parce qu'il y a Ziggler en face, ça aide aussi, mais c'est vrai que ça faisait vraiment longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Même lui, on sent qu'il prend du plaisir dans la feud, je pense. Bah, Ziegler le met en valeur par justement son selling, mais au plan psychologique, mimique, manière de bouger, c'est tout le Miz. Hein. Ça, vous pouvez pas lui retirer. Hein. Et après, pour la fin, je suis pas certaine qu'il se rende compte que Maryse asperge comme ça Ziegler. Ça, je trouve qu'il y a un truc à creuser. Est-ce qu'il s'en est rendu compte ou pas? Est-ce que c'était préparé d'avance? Est-ce qu'il le sait qu'elle l'a aidé? Moi, je serais scénariste, il y a un truc. Mais bon.
Déjà, le tout début des matchs, je ne sais pas si vous avez vu la débâcle de ce pauvre CM Punk à l'UFC. Si, ouais, c'était effectivement c'est la même calqué exactement sur le. Ouais. Bon, bref. Donc déjà, le clin d'œil, bon, après, c'est de bonne guerre. Hein. CM Punk, il n'a pas été précisément tendre. Ouais, je savais pas. Ça. Ah, ça, c'est le tout début, c'est ça. Ouais, c'est pile poil. Moi qui peux pas supporter CM Punk, j'avoue que j'ai fini par aller regarder ce que je me suis dit, ouais, il s'est ridiculisé, faut pas que je loupe ça quand même. Moi, ça m'a fait mal, hein, parce que franchement, enfin, c'était évident qu'il n'aurait pas le niveau et tout, mais là, franchement, ça a été. Bon, après, il va se faire certainement $1 million, hein, donc on va baisser en compassion, hein, mais c'est vrai que c'est une. Voilà, le balancer là-dedans, de toute façon, c'était complètement idiot, mais voilà, se faire humilier à ce point, moi j'ai mal pour lui quand même. Non, moi j'étais content. Bon, revenons. Bon, en tout cas, revenons au match. Mais Miz, ça fait un sacré bout de temps qu'il s'est amélioré sur le ring. Hein. Donc moi je suis pas, parce que mine de rien, il fait des moves de Bryan, mais il les exécute bien hein, pour des trucs qu'il fait pas d'habitude, franchement. Et puis ça figure fort à la fin. Je sais que quand il la rate, on en parle beaucoup, mais celle-là, elle était superbe. Hein. Elle était parfaitement exécutée. Et puis voilà, c'est surtout l'écriture en fait qui sous-tend tout ça depuis justement son pétage de plomb à Talking Smack qui est parfaitement justifié parce que c'est, je sais pas ce que vous avez vu, si vous avez vu le segment en entier ou pas, mais Bryan, ça lui tombe pas pour rien dans la tronche, hein, il cherche. Il cherche et au fur et à mesure que cette feud avance, celui qui a raison, c'est un peu le Miz quand même. Hein. Et Bryan, il n'est pas si sympa que ça là-dedans. Hein. Il est vraiment ouvertement hostile à Miz. Talking Smack, là, cette semaine, il disait que il aurait préféré qu'il perde. Et non, il y a vraiment un chouette truc là. Ça me... Et quand quand les matchs deviennent signifiants sur un truc qui se passe hors match, il y a vraiment des choses à... Il y a le détail, il y a l'histoire derrière l'histoire et ça devient passionnant à suivre et c'est pour ça que chaque semaine on éclaire sa télé parce qu'on veut savoir la suite et c'est exactement ça. C'est l'intérêt du truc, c'est pas raw quoi. Voilà. Et est-ce que du coup, parce qu'effectivement c'est clair que au final, ce qu'ils ont fait entre eux, c'était pas mal. Ziggler et Miz, c'est pas le truc, mais c'est clair qu'en fait, c'était plus un pion de Bryan dans la feud. Et est-ce que vous pensez ou espérez que ça finisse par déboucher sur un match avec Bryan à Mania non. ou pas quoi? Ouais, non. Aucune chance qu'il ait l'autorisation juste pour un soir. Ah non, je refuse d'être tétanisé de terreur qu'il lui arrive un truc. Ah non. Là, c'est bon. Hein. Stop. Je veux pas le voir se tuer en direct. Merci. Après, c'est assez frustrant leur teasing du coup. C'est que ça donne vraiment envie de voir Bryan remonter sur le ring. C'est un peu comme je sais pas si vous vous souvenez quand Bryan catchait encore et que il était face à Triple H et il y avait une confrontation face à Michaels, ils avaient vraiment teasé le truc et du coup t'avais limite envie, malgré les adieux parfaits de Michaels, qui remonte sur un ring et qui viennent se confronter à Bryan. Mais là, après j'avoue que avec le Miz, même si je suis vraiment fan de ce qu'il a fait ces dernières semaines, je dis pas que ça vaut pas le coup, mais je pense à voilà, vu la raison pour laquelle il a arrêté. Oui, c'est pas la peine de prendre le risque. Faut pas prendre le risque. Et puis l'histoire est sympa parce que il s'affirme en tant que general manager, il prend des décisions qui sont pas, il n'est pas forcément gentil en permanence là-dedans. Et moi je trouve que ça ajoute quand même à l'intérêt. Régler ça par un match finalement, je pense qu'ils peuvent tenir très très longtemps avec cette hostilité larvée entre les deux.
Vraiment. Larvé ou moins larvé. Hein. Quant à Ziegler, il me plaît de penser que d'échouer comme ça sans cesse finissent par le faire craquer, et, qu'il ait une histoire de rédemption et que vraiment, voilà, il soit à nouveau crédible, légitime et qu'il ait des chouettes trucs derrière. Quoi. De toute façon, ils vont être bien obligés puisqu'il n'y a pas grand monde dans le vestiaire. Sauf si son contrat s'arrête bientôt et qu'il décide de pas revenir, quoi. Ouais, après, s'il a des trucs intéressants, il peut décider de rester parce que c'était l'an dernier, je crois. Vu le rien dans lequel il était, forcément, il y avait lieu de se demander pourquoi rester. Mais s'il a droit à une chouette histoire et faire des choses intéressantes, qui sait. Même s'il a perdu ses dernières rivalités, j'ai quand même l'impression qu'il a un peu regagné la confiance des dirigeants ces derniers mois. Et puis il montre clairement qu'il en vaut la peine, parce qu'il est bon. Ouais, moi je sais pas. Après, je pense sincèrement que si j'étais à sa place, et que j'avais des propositions à l'extérieur, je m'en irais. Quitte à revenir dans quelques années, mais je pense je sais pas s'il arrêterait pas le catch. Oui, c'est possible aussi, hein, vu qu'il fait plus ou moins du one-man show, je sais pas quoi, là. Ouais. Oui. D'ailleurs, dans ses performances au micro, ça lui a pas mal... ça lui a fait du bien aussi. Hein. On sent qu'il s'est amélioré par rapport à il y a quelques années. Donc, ouais. Vous voulez rajouter quelque chose sur le match ou sur la feud avant de donner vos notes? C'est superbe, c'est à suivre. Juste un modèle de construction et du coup voilà, je savais pas que j'allais le dire un jour, mais je suis hypé, je suis vraiment très hypé par le Miz, quoi. Ah si, du coup, une dernière question qui me vient. Qui vous pensez qui finira? Parce que je pense moi aussi que la feud va durer entre le Miz et Bryan. Qui vous pensez qui finira par mettre fin au titre du Miz? Est-ce que vous avez un nom en tête ou quelqu'un que vous aimeriez ou... S'ils arrivent à le développer correctement et qu'il comprend enfin la chose, ce qu'il doit faire, peut-être Apollo Crews. S'il arrive à montrer de la personnalité. D'accord, en forme d'aboutissement, ouais, ça pourrait être une piste, pourquoi pas. Et toi, Dream? C'est une très bonne question, mais j'ai du mal à voir. Peut-être. J'ai vu des rumeurs comme pour un éventuel changement de roster pour Cesaro. Et là, ça me plairait, mais bon. Ouais. Ou alors Ambrose qui redescendrait d'un cran. Ouais, ça peut être possible aussi. Et parce que après, ouais, parce que on va pas remettre Cena dans le titre, dans un titre secondaire. Je pense que ça ferait déjà un peu déjà vu, quoi. Il a un record à battre, Cena, donc non. Ok, ouais, non mais c'est pas mal, et que ce soit l'un ou l'autre, ça me plaît bien aussi. Moi je pensais aussi à Cesaro, comme il y a des rumeurs d'arriver à SmackDown et que ça devrait pas être tout de suite, ce qui laissera encore le temps au Miz d'être encore plus détestable, donc ouais, à voir. Du coup, vos notes sur ce match? Moi je vais être très généreux, je vais mettre 17. Voilà. Ouais, 16 pour moi. Ok, bah ce sera 16,5 pour moi, comme ça fait le mec qui donc on passe au seul moment finalement un peu décevant enfin même carrément décevant mais tellement attendu de la soirée. Donc comme prévu, Orton était bien blessé suite au match de Lesnar sans doute. Pourquoi t'appelles ça un match? Ouais, voilà, au pugilat. Et du coup, il a pas pu affronter donc Bray. Et il s'est retrouvé à affronter et donc Bray s'est retrouvé à affronter Ken et à perdre contre Ken suite à un RKO d'Orton.
Et un choc slam enchaîné de Ken. Youpi, Bray a encore perdu en pay-per-view. Enfin, j'ai envie de dire, parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'avait pas perdu. Au moins. La streak est finie, on peut le dire. C'est ça. Il va arriver à 21-0, hein. C'est ça. Tellement ça.